La Commission européenne est une institution politique. Les commissaires sont des femmes et des hommes politiques, et qui font donc de la politique. Bien sûr, nous avons des directions. Et moi, j'en ai 3. Oui, monsieur le commissaire, toujours sur la politique énergétique, quand la crise de la Covid-19 est apparue, certains ont évoqué un moment hamiltonien, quand il y a eu le plan de financement européen. Est-ce qu'en matière énergétique, on n'est pas sur un moment hamiltonien qui pourrait amener à revoir les compétences, le fameux article 194, où on dit à la fois l'Union est compétente en matière de sécurité de l'approvisionnement, l'interconnexion, et en même temps un article 2 qui dit bah, c'est les États qui définissent le mix. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un pas, et vous rappeliez l'importance des infrastructures. Bien avant la signature du traité CECA, la première union, c'est l'Union pour la coordination de la production et du transport de l'électricité, c'est février 51. Donc les électriciens ont été pionniers de cette Europe de l'énergie. Est-ce qu'il n'y a pas... On a eu Euratom aussi. Et on a eu Euratom en 57, avec le même jour que la signature du traité Exactement. CE à Rome. Et donc, et où Français et Allemands d'ailleurs, sur Euratom, s'étaient réunis, et le chancelier Adenauer a été promoteur de l'atome dans les années 62-63. Est-ce qu'on ne vit pas dans un moment particulier politique où on pourrait rêver, au-delà de la concurrence de l'agriculture et de la politique commerciale, qu'il y ait des compétences nouvelles et que l'Europe se saisisse de ce moment critique, formule de Jean Monnet sur la crise qui détermine des moments où l'Europe elle peut rebondir et reprendre tout le sens de l'action commune et collective. Donc voilà, quel est votre sentiment sur les marges de manœuvre par rapport, c'est vrai, à sans doute des points de vue nationaux qui ne sont pas complètement homogènes et similaires, pour reprendre. D'abord, c'est notre histoire. Donc, on part de cette histoire et ça revient à ce que je vous disais au début. C'est notre gouvernance, il faut l'accepter. Il faut l'accepter en sachant que nous sommes, nous, les commissaires et la Commission, une institution qui est une institution politique. Nous ne sommes pas des bureaucrates. Je ne mets pas de qualificatif péjoratif derrière ce terme. On dit souvent, vu des États membres, Bruxelles, c'est bureaucrate. Non. La Commission européenne est une institution politique. Les commissaires sont des femmes et des hommes politiques, et qui font donc de la politique. Bien sûr, nous avons des directions. Et moi, j'en ai 3. Je crois que c'est assez inédit du reste dans l'histoire de la Commission. Généralement, on en a 0, une peut-être, des fois 2. Et là, le hasard de la vie a fait que, lorsque je suis arrivé, le commissaire qui devait arriver en avait 3. Bon. Et il faut donc se comporter comme ça. Et ça veut donc dire, gouvernance, respecter évidemment les traités et l'esprit. Maintenant, les traités, tout en respectant le cadre et l'esprit des traités, donnent aussi un peu de souplesse. On l'a vu précisément, vous avez raison de le rappeler, lors de la crise majeure du Covid, totalement inédite. Un continent totalement à l'arrêt, mis sous cloche. Et une nécessité de maintenir le savoir-faire, les équipes, les infrastructures, alors que tout était à l'arrêt. Vous savez, dans cette période, j'étais très très actif puisqu'on m'a confié la responsabilité des vaccins, ce qui n'était pas une mince affaire. Mais on l'a fait. C'était exceptionnel. On rentre dans cette crise. L'Europe, on disait, c'est incroyable, il n'y a plus d'une usine pour fabriquer des vaccins. 6 mois après, on est devenu le premier fabricant au monde de vaccins pour le Covid et le premier exportateur mondial. On était les premiers à s'en sortir. Donc, comme quoi, rien n'est impossible, mais c'est vrai qu'on a mis la solidarité en place. Je me déplaçais tous les jours dans un pays membre par rapport à un autre. J'avais l'impression de vivre dans un continent à l'arrêt. Vous alliez à Rome, pas une voiture, personne. Vous alliez à Tallinn, vide. Vous alliez à Varsovie, rien. Paris, c'est un souvenir fort. Et de ce souvenir, finalement, il y a la nécessité de se dire, c'est ensemble qu'on va s'en sortir, y compris en sortant peut-être des sentiers battus, et ça a été notamment le fameux Next Generation EU. À l'époque, du reste, avec Paolo Gentiloni, on avait déjà tiré un peu avant la sonnette d'alarme sur la nécessité de réfléchir, de sortir un peu des sentiers battus pour répondre, là encore, collectivement et de façon uniforme et solidaire à cette situation. Il faut bien le dire comme elles sont. Cette proposition a été vraiment, a pu voir le jour grâce au soutien sans faille du président de la République Emmanuel Macron et de la chancelière à l'époque, évidemment, Angela Merkel, qui ont donné, je dirais, tout leur leadership politique pour finalement convaincre tout le monde, y compris ceux qui étaient les plus réticents. On peut penser en particulier à nos fameux frugaux, que c'était l'intérêt général que de le faire. Et ils l'ont tous fait, et il faut leur rendre hommage pour cela.
Et donc, effectivement, on a dit à ce moment-là, c'est peut-être un peu un moment hamiltonien, au sens où Hamilton, lorsqu'il était secrétaire au Trésor, a été le premier qui a justement fédéré la dette des États. C'était effectivement une grande première qui a joué un rôle très important, du reste, dans la Constitution des États-Unis d'Amérique. Bon, alors je trouve que cette comparaison est un peu hardie, mais c'est vrai que c'était vraiment quelque chose qui n'aurait pas pu être envisagé, un endettement commun au niveau européen pour bénéficier à tous quelques années plus tôt, c'est une évidence que de le dire. Ce qui démontre donc bien que l'Europe a démontré sa capacité à réagir. D'abord, pour devenir, entre guillemets, la pharmacie du monde pour régler le problème du Covid. Je rappelle que les Américains n'exportaient rien, y compris du reste nos propres composants qui nous appartenaient, qui étaient fabriqués dans nos usines aux États-Unis. Il a fallu que je me gendarme un petit peu et qu'on crée un instrument de réciprocité pour dire que si vous ne nous exportez pas ce qui nous est dû, ils avaient mis un blocage. C'était quasiment un executive order, on appelle un DPR, on appelle ça, en disant que tant que l'immunité collective ne serait pas atteinte aux États-Unis, il n'y aurait pas un composant qui sortirait. Ce n'était pas l'administration Trump, hein, c'était l'administration Biden. Donc, j'ai dû demander à mes collègues de faire la même chose. On a eu une discussion au collège, on a appelé ici cet instrument de réciprocité. Et lorsque j'ai dit à mon homologue américain avec qui j'avais des rencontres par système de vidéo sécurisé pratiquement toutes les semaines, écoute, je suis désolé, mais tu me demandes des substances actives, mais non, parce que je ne peux pas te le faire, tu me bloques les miennes. Et à ce moment-là, le rapport de force a fonctionné, et nous sommes redevenus les meilleurs amis du monde que nous n'aurions jamais dû cesser d'être. Ce qui démontre donc bien que cette logique de rapport de force dans laquelle nous sommes, y compris avec vos meilleurs alliés, c'est le monde tel qu'il est. Ça ne met absolument pas en cause nos alliances, ni leur force, mais il faut souvent rappeler que pour être un bon allié, il faut avoir de la force soi-même. Sans ça, on est un vassal. Et donc, en ce qui concerne ces moments hamiltoniens auxquels vous faites référence, donc d'abord, c'est vrai qu'on a commencé à acheter ensemble, et la santé, c'était la prérogative des États, comme vous le savez. Eh bien, on a acheté ensemble, et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné incroyablement pour nos concitoyens européens, mais aussi, contrairement à ce que font les Américains, nous avons, nous, décidé de garder la moitié de la production européenne pour nous, et d'exporter la moitié pour vacciner le reste du monde, parce qu'ils n'avaient pas accès au vaccin. On a vacciné plus de 120 pays. Les Américains, zéro. Et après, ils ont commencé à s'ouvrir. Et je disais du reste à mon homologue, écoute, faites un effort, parce que c'est nous qui faisons quand même tout le travail, hein, y compris pour tous les pays de l'OTAN. C'est nous qui l'avons fait. C'est pas les États-Unis. Bon. Les choses se sont ouvertes après, c'est bien. Mais au fond, on est la première démocratie du monde. Il faut le savoir. Ça nous donne des obligations. Il faut les assumer. Et c'est parce que nous sommes ce que nous sommes, qu'effectivement, il faut qu'on se rende compte que la force qui est la nôtre, c'est la solidarité. Elle provient de quoi, cette force, dans les exemples que je viens de vous citer? Le fait qu'on a travaillé de façon solidaire et unie. Et au fond, il y a un triptyque qui me semble caractériser désormais la façon dont nos institutions fonctionnent, doivent fonctionner et fonctionneront. Le leadership, la solidarité et l'unité. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'on reprend des parts de souveraineté aux États. Mais on voit qu'en les mettant ensemble, on en a parlé pour la défense, acheter ensemble, ça ne veut pas dire je vais désengager un peu de ma souveraineté, ça veut dire accroître ma capacité d'interopérabilité et de force parce que j'achète ensemble. Bien pour l'énergie, c'est pareil. Acheter ensemble, on a proposé cet instrument aujourd'hui aux États membres. Il faut l'utiliser. Acheter ensemble, aujourd'hui évidemment, c'est du gaz, mais demain ce sera l'électricité. Donc comment on travaille ensemble, ça ne veut pas dire encore une fois revoir le mix énergétique, mais par définition, puisque chaque État membre a voté pour le Green Deal dans le cadre du Conseil. C'est désormais notre projet commun et notre destinée commune. Ça veut dire qu'évidemment, les États membres vont devoir revoir leur mix énergétique au regard de cette transition et du Green Deal et de l'horizon 2050. De l'objectif 2050, plutôt. Et donc, il faut que ces mix énergétiques soient revus. Mais on voit bien qu'il faut qu'ils soient revus ensemble, par interconnexion, pour que ça fonctionne. Donc oui, progressivement, le fait d'avoir des objectifs en commun, très structurants pour nous défendre contre une pandémie mondiale, structurants pour nous défendre contre un risque de fragmentation du marché, structurants pour répondre à l'objectif du Green Deal, bien oui, bien sûr. On se rend compte que la solidarité et l'unité nous permet d'aller plus vite et plus loin, et que du reste, sans solidarité et l'unité,
on ne pourra pas atteindre les objectifs. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, me semble-t-il.